Bonjour, ici Jean-Luc Brassard. Cette semaine, vous serez encore rivé devant votre petit écran pour un autre épisode de Comment c'est fait. En fait, rivé, cloué ou soudé, un peu comme les étapes de fabrication des quelques produits que nous allons découvrir ensemble. Aujourd'hui, à Comment c'est fait. Les barrières métalliques mobiles, une protection sur le champ. Les bardeaux d'asphalte, bye bye la pluie. Les formes en polystyrène expansé et vive la légèreté. Et les bonbons durs, faits à la main et personnalisés. Comment faire pour protéger les curieux ou les imprudents ou pour se défendre contre les malfaiteurs? Il s'agit de mettre la main sur des barrières métalliques mobiles. Elles bloquent l'accès aux zones dangereuses sur les chantiers de construction et délimitent le périmètre et aident à diriger la circulation durant les événements en plein air. Les commerces saisonniers, comme les centres de jardinage, les utilisent pour protéger leurs marchandises contre le vol ou le vandalisme. Tout d'abord, on utilise une bobine géante contenant à peu près 7500 mètres de fil d'acier galvanisé. Une machine appelée redresseur déroule la bobine et détord le fil. La machine suivante coupe des tiges de la longueur nécessaire pour produire les différentes sections de la barrière. On insère les tiges de métal dans une autre machine qui leur donne la forme désirée. Les voyants indiquent où placer les fils pour créer un modèle particulier. Ces fils d'acier composent la partie verticale du panneau. Une machine les transporte jusqu'au poste de soudage automatisé. Au poste de soudage, des bras magnétiques prennent les tiges horizontales et les placent une à une par-dessus les tiges verticales. Puis, l'opération de soudage commence. Comme il s'agit de soudure électrique, un puissant courant assemble les pièces en faisant fondre le métal. C'est plus rapide et plus net que la soudure traditionnelle. Ensuite, une machine empile les panneaux soudés qui poursuivent leur chemin sur la chaîne de production. Certains panneaux sont brasés grâce à un autre type de soudeuse. Celle-ci couche les pièces horizontales sur les verticales selon une technique différente. Mais, au bout du compte, le résultat est le même. On dépose les panneaux soudés dans une presse pneumatique à commande manuelle qui plie les panneaux à des endroits bien précis afin de les rendre plus rigides et donc plus résistants. Par la suite, elle coupe les bouts de tige qui dépassent des panneaux. Pour terminer, on pose un poteau d'acier galvanisé de chaque côté du panneau. Un robot soudeur fixe les poteaux bien solidement.
Quand viendra le temps d'ériger la barrière mobile, on n'aura qu'à glisser chaque panneau dans des socles. Ensuite, on les placera côte à côte, puis on les joindra les uns aux autres en attachant les poteaux latéraux. Tous les composants de la barrière sont faits d'acier galvanisé ultra robuste. C'est pourquoi la barrière métallique mobile est durable, facile d'entretien et inoxydable. Les bardeaux d'asphalte constituent le matériau de couverture le plus durable et économique. Ils sont fabriqués dans toute une gamme de couleurs, de textures et de motifs. Pour en être couvert, votre toit doit avoir un penchant pour les bardeaux. Ils vous protégeront contre toutes les intempéries, sauf si le ciel vous tombe sur la tête. Au cœur de chaque bardeau d'asphalte se trouve une membrane. Celle-ci est faite de fibres de verre ou, comme c'est le cas ici, de fibres organiques telles que des copeaux de bois, du carton ou du papier recyclé. Les énormes rouleaux de membrane sont insérés dans ce qu'on appelle un accumulateur de feutre. Il emmagasine assez de matière pour qu'on puisse changer les rouleaux au besoin sans arrêter la production. À partir de là, la membrane pénètre dans le saturateur, où elle est immergée dans un dérivé du pétrole, de l'asphalte liquide. Une fois le saturant sec, la membrane est imperméable. Ensuite vient un revêtement d'asphalte plus épais, mêlé à de la pierre à chaud en poudre. On l'applique à la surface du dessus et celle du dessous. Cela donne de la souplesse à la membrane. Il crée aussi une barrière protectrice contre les éléments. Pendant que le revêtement est humide, on saupoudre le dessus de granules de céramique. C'est ce qui donne leur couleur aux bardeaux et les rend plus résistants aux rayons UV. Les granules qui ne collent pas à l'asphalte humide retournent dans le système. Ensuite, on applique une pellicule de cellulose à l'endos pour éviter que les bardeaux collent les uns aux autres dans l'emballage. Et puis, on asperge l'endos de poudre de pierre, comme anti-adhésif. Même à cette étape-ci, le revêtement d'asphalte est encore brûlant, trop chaud pour qu'on taille les bardeaux. Alors on passe à la station de refroidissement, où des rouleaux à froid et des jets d'eau vont abaisser la température. La machine suivante applique des bandes d'asphalte adhésives. La chaleur du soleil va les activer et faire adhérer les bardeaux les uns aux autres. Le processus est le même, peu importe la couleur des bardeaux. Cependant, ce qui peut différer à partir de cette étape est la façon dont l'arête inférieure est taillée. C'est ce qui détermine le profil du bardeau. En route vers le poste de coupe, le matériau de bardeau passe à travers l'accumulateur de sortie. Tout comme l'accumulateur du début, celui de sortie accumule assez de réserve pour que la production continue de rouler, même s'il y a un problème. La machine à couper procède selon des mesures et un profil donné. Les bardeaux standards font 100 cm sur 33,7. Un compteur automatique contrôle la production. La machine empile les bardeaux pour les emballer. En général, il y a 21 feuilles par lot. Suffisamment pour couvrir 3 mètres carrés sur un toit.
Les bardeaux se font en une cinquantaine de couleurs et peuvent avoir une douzaine de formes et de profils différents. On emballe chaque lot de bardeaux dans du papier traité au polyéthylène afin d'empêcher l'eau de pénétrer. Les lots sont transférés sur des palettes qu'on recouvre d'un sac de plastique, résistant à l'eau et aux rayons UV. Les bardeaux d'asphalte sont munis de garanties de 20 ans et plus. En général, plus l'enduit d'asphalte et de granules est épais, plus les bardeaux sont durables et plus longue est la garantie. Les formes de polystyrène expansé, en bon latin, c'est ce qu'on appelle communément l'emballage de styrofoam. Ces formes de polystyrène servent à emballer des matériaux fragiles comme les télévisions et les systèmes de son dans les boîtes de carton. Elles tiennent la marchandise en place et aident à ménager le choc des transports. Le plastique polystyrène se présente sous la forme de billes d'environ 1 mm de diamètre. La première étape de sa transformation consiste à lui faire subir une expansion dans une chambre à vapeur. À la température de 200 degrés Celsius, le pentane s'échappe des billes, ce qui permet à l'air d'y pénétrer et de les gonfler jusqu'à 40 fois leur taille originale. Voici les billes avant et après l'expansion. Ensuite, on les met dans d'énormes sacs. Pour fabriquer des produits de polystyrène expansé, on commence par déposer des billes expansées dans une machine qu'on appelle un bloc-moule. Plus on comprime de billes par mètre cube, plus le produit sera dense. On fond les billes ensemble pour former des blocs d'environ 5 mètres de largeur sur 1 mètre de longueur et 3/4 de mètre de hauteur. Selon la densité, cette étape dure entre 5 et 20 minutes. Une balance fixée au transporteur à courroie permet de peser les blocs pour s'assurer qu'ils sont conformes aux spécifications. Selon sa densité, un bloc de cette taille peut peser entre 45 et 200 kg. Le bloc est maintenant prêt à être coupé et à prendre la forme qui est demandée par le client. On connaît surtout le polystyrène expansé comme matériel d'emballage, mais il a de nombreuses autres utilités. Ici, on fabrique des panneaux isolants. L'industrie de la construction utilise ces panneaux en tant qu'isolants dans les murs intérieurs et extérieurs, les sous-sols, les toits et les fondations. Peu importe le produit, on coupe les blocs de polystyrène à l'aide de fils de cuivre et de nickel chauffés à l'électricité. Le polystyrène fond au contact, ce qui permet d'effectuer des coupes d'une précision allant jusqu'à un peu plus d'1 millimètre. Pour fabriquer des emballages, on découpe des formes de polystyrène correspondant au produit. Les cubes qu'on est en train de coller ensemble ont été commandés par un fabricant de meubles. Ils serviront à la protection de pattes de chaise durant la livraison. Cette machine est conçue pour les travaux demandant une grande précision. Son fer coupant est contrôlé par ordinateur. Il permet de créer n'importe quelle forme.
Le polystyrène expansé permet également de fabriquer à peu de frais des enseignes commerciales pour l'intérieur ou l'extérieur. Une enseigne de haute densité sur laquelle on applique une peinture pour l'extérieur restera belle pendant des années. Le polystyrène expansé offre des possibilités créatives et commerciales illimitées. Il y en a de toutes les couleurs, les grandeurs et les saveurs. Les bonbons sont populaires auprès des petits et des grands. Ils n'ont pas la faveur des dentistes, mais après tout, il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Notre amour des sucreries remonte aux hommes des cavernes, qui raffolaient du miel des abeilles. Dans les temps anciens, les gens se régalaient de fruits et de noix enrobées de miel. Au Moyen Âge, les Européens confectionnaient des bonbons avec du sucre bouilli. Mais comme la canne à sucre importée coûtait très cher, seuls les riches pouvaient se payer ces friandises. Au 19e siècle, les bonbons devenaient enfin accessibles aux masses, grâce à la découverte d'une source de sucre locale, la betterave à sucre. Ces bonbons durs ne sont pas produits en série. Ce sont des bonbons fins, personnalisés et faits à la main. Pour commencer, on amène à ébullition de l'eau et du sucre. On ajoute du glucose, un épais sirop fait à partir d'amidon. Le mélange est chauffé pour atteindre une température qui varie selon le type de bonbon qu'on veut obtenir. Puis, on ajoute un aromatisant tout en remuant. Le mélange rendu homogène, on le verse sur une table pour le faire refroidir. On peut utiliser plusieurs aromatisants, que ce soit de l'huile d'eucalyptus ou de l'essence de fruits. On peut aussi leur donner la couleur que l'on veut. Ce bonbon aura un motif de fraise au centre. On utilisera donc 3 couleurs. Vert pour les feuilles, rouge pour la fraise et jaune pour le fond. Pour eux aussi le goût, on ajoute de l'acide citrique. Ensuite, on continue de mélanger jusqu'à ce que le bonbon ait refroidi et durci suffisamment pour être malléable. Les pièces sont séparées par couleur, puis déposées sur une surface chauffée permettant de ralentir le durcissement. Ainsi, le bonbon reste flexible. On peut maintenant créer le motif. Des pièces de forme et de taille différentes sont assemblées, comme un casse-tête, pour faire un modèle géant du bonbon. Une fois la fraise, les feuilles et le fond réunis, on ajoute encore du jaune. Puis, une couche de rouge pour l'extérieur. Il ne reste plus qu'à faire des petites bouchées à partir de cet immense rouleau. Pour ce faire, on pince un bout et on l'étire afin de former une longue tige uniforme. La tige est coupée en pièces de 60 cm de longueur. On doit toutefois continuer à les rouler jusqu'à ce qu'ils refroidissent et durcissent, sans quoi ils perdront leur forme. Une fois qu'on a atteint le diamètre voulu, le motif sera de bonne proportion. Tout ce qui reste à faire, c'est de couper les bonbons. La même technique est utilisée pour fabriquer des bonbons au kiwi, au pamplemousse rose ou aux bananes, pour ne nommer que quelques variétés. Vous voulez commander des bonbons avec un message personnalisé? Voici un L, un O, un V, un E. Un Y, un O et un U. Encore une fois, on prépare un fond jaune et un contour rouge. Puis, on pince
On étire. On roule et on coupe jusqu'à ce que les tiges soient de la taille désirée. Si vous regardez l'extrémité arrière de la tige, vous remarquerez que les lettres sont à l'envers. Il s'agit du dessous du bonbon. Lorsque les tiges de bonbons sont retirées de la table de refroidissement, elles sont transparentes. Pour les rendre opaques ou pour éclaircir la couleur, on les suspend à un crochet. Ici, on entrelace deux couleurs et on passe la tige dans une machine spéciale qui fabrique des bandes de bonbons en forme d'oreiller. Une fois refroidis, on peut les séparer à la main. Si vous n'aimez pas les bonbons durs, pas de problème, on peut aussi en faire des suçons. C'est fascinant, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez vu comment on produit ces quelques articles, vous allez mourir d'envie de savoir comment on fait ces moindres petits objets. Alors, soyez des nôtres pour un prochain épisode de Comment c'est fait. Ici Jean-Luc Brassard, au revoir et à bientôt. Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcetfait.com. Restez à l'écoute pour True Calling à cette télé. Il suffit d'une simple réaction en chaîne pour provoquer les pires tragédies. Et après le choc, ceux qui restent se posent l'inévitable question. Pourquoi est-ce arrivé? Autopsie d'un désastre. Aujourd'hui, 9h à Z Télé.